J'ai passé plus de 45 jours à Dubaï. En tant qu'entrepreneur, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas passer dans cette ville et je suis reparti sans adorer la ville et sans la détester. Et avant d'arriver à Dubaï, j'ai fait mes recherches sur YouTube pour voir un petit peu ce que les gens pensaient de cette ville. Et il y avait deux catégories de personnes. Les pros Dubaï qui étaient complètement obnubilés par la ville et qui n'arrivaient pas à voir les aspects négatifs, et les haters de Dubaï qui n'arrivaient pas à voir les avis positifs. Donc si t'en as un peu marre d'avoir des gens qui te disent c'est génial ou c'est trop nul et qu'il n'y a pas l'entre-deux, pose-toi, tu es sur la bonne vidéo, je vais te donner mon avis sincère. Comme tu peux le voir peut-être dans le fond, on n'est plus du tout à Dubaï. J'ai attendu 2 semaines avant de faire cette vidéo pour vraiment que tout redescende et que je ne sois pas sur le coup de l'émotion, sur le feu de l'action. Et c'est parti. Alors globalement, on va commencer par les points positifs. Pour te donner un contexte très simple, quand je suis arrivé la première semaine, j'étais à 10 sur 10 en termes d'adoration de la ville et chaque semaine je perdais un point. Donc comme je suis resté à peu près 6-7 semaines, je suis parti, j'avais un avis de 3-4 sur 10. Donc c'est pour te dire que cette ville, elle m'a fait passer par toutes les émotions. Le premier point positif de Dubaï, c'est un peu l'effet waouh. À Dubaï, ça fonctionne. C'est impressionnant, c'est hyper stylé. Le moindre hôtel, l'ascenseur est incroyable, le restaurant sont super bien faits, ça ne laisse pas indifférent. Alors bien sûr, ça vaut pas notre belle architecture européenne, c'est sûr, mais ça fait quelque chose de voir, de se dire ah, putain, mais comment l'homme a fait pour faire autant de buildings au mètre carré. Donc il y a un peu cet effet waouh, un peu cet effet de tout est possible, un peu comme si j'ai l'impression de vivre ce que mes arrière-grands-parents auraient pu vivre quand on leur parlait de l'American Dream. C'est vraiment la ville de la démesure où tout est possible. Franchement, tous les équipements sont à la pointe de la technologie, les transports sont bien desservis, il y a le train et le tram, voilà. D'ailleurs le tram qui a le même bruit que le tram de Bordeaux, c'était extrêmement perturbant. Voilà, il y a des taxis partout, il y a des trottinettes et des vélos pour se déplacer partout, c'est assez bien fait finalement. Ça circule bien même si il y a pas mal de bouchons. Voilà, Dubaï c'est une ville qui fonctionne. Du moins je pense quand tu travailles pas. Parce que ça c'est aussi quelque chose que je vois pas souvent expliqué. C'est cool d'être à Dubaï en tant que riche expatrié. Je pense que être à Dubaï en tant qu'employé, c'est pas ouf. Le deuxième point positif de Dubaï, je dirais que c'est un peu le côté imprévisible de la ville. Parce qu'il y a tellement de monde, de tellement de villes, de tellement de pays différents qu'en fait à n'importe quel moment dans la journée, on peut discuter avec un Russe, un Américain, un Kazakh, un Africain, un Brésilien, peu importe. Et donc ça crée un peu comme si vous allez chercher tous les jours votre petit shot de dopamine en mode ok aujourd'hui, si je discute avec quelqu'un à la salle de sport ou au restaurant, de quelle nationalité va-t-il être, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de lui. Et c'est hyper stimulant parce que du coup on rencontre plein de personnes différentes. Alors ce côté diversité culturelle, il a aussi un point négatif mais on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Et pour le côté positif, c'est vrai que c'est trop chouette à la salle, voilà, un allemand, un espagnol. Ça fait toujours très plaisir, même s'il y a des nationalités avec qui c'est quand même plus facile d'aller parce qu'elles parlent au moins l'anglais. C'est toujours très intéressant, même le taxi, where are you from, super anglais. Voilà, c'est toujours un côté qui est relativement plaisant. Je pense qu'un des bons points de Dubaï, au-delà des expatriés qui y vont pour le fisc, etc., c'est surtout si vous voulez travailler là-bas et pas faire les petits jobs. Parce que tout à l'heure, je vous disais que travailler à Dubaï, c'est pas terrible. Je parle surtout des Indiens ou des Pakistanais qui travaillent certainement dans de meilleures conditions de leur pays. Mais bon, pas se mentir, leur mode de vie ne fait pas rêver. Par contre, je pense que si aujourd'hui vous êtes un Français, vous avez une grande expertise dans la finance ou dans le tourisme ou dans l'immobilier, il y a énormément d'opportunités à se faire. J'ai discuté avec pas mal de personnes là-bas qui font l'immobilier et je crois qu'elles me disaient que ouais, c'est ça, ça avait pris 30% l'immobilier là depuis un an avec l'inflation, enfin tout, c'était assez fou. Donc c'était vraiment un marché en croissance et que Dubaï, comparé à Paris ou Londres, c'était quand même un loyer qui était bien moins cher. Donc encore de très belles opportunités à réussir. Donc au-delà de business en ligne, on va dire, je pense que pour les personnes qui veulent ou créer une vraie boîte, entre guillemets vraie boîte, ou être salarié, c'est une bonne ville. Parce que oui, c'est vrai que Dubaï est souvent présenté par des personnes qui sont expatriées dans le milieu francophone et qui font du business en ligne, de la formation, des vidéos, du coaching, du e-commerce, mais on parle pas souvent des métiers présentiels. Et j'ai rencontré par exemple une personne à Dubaï qui travaille dans le pétrole, c'est un Français, il avait l'air clairement de me dire qu'il s'en met vraiment plein les poches. Donc je pense que pour ça, ça peut être un point positif. L'objectif là vraiment, c'est de faire les grandes lignes sur les aspects positifs, c'est pas de dire ouais à la marina on peut se balader, si je sais pas, il y a un super restaurant. Non. D'ailleurs, un autre point positif, c'est les restaurants. À Dubaï, les restaurants sont vraiment géniaux, le service est incroyable, peu importe que ce soit un restaurant bas de gamme ou haut de gamme, on est toujours extrêmement bien reçu. Les serveurs sont toujours aux petits soins. Et ce qui est trop bien à Dubaï, c'est qu'en fait, on peut avoir accès au manager. Donc soit vous le connaissez parce que vous avez des contacts, soit vous n'êtes pas content et on vous envoie le manager. Et en fait, une fois qu'on vous envoie le manager, c'est pas que vous êtes le roi, mais pas loin. Vous pouvez demander des choses qui sont pas sur la carte ou pas demandables dans d'autres pays. Et c'est vrai que les restaurants, j'ai vécu une très bonne expérience. Pourtant en France, on a une gastronomie de fou, en Italie aussi parce que franco-italien. Mais c'est vrai que le ratio service, qualité de la nourriture, goût du repas, c'était vraiment exceptionnel. Donc à Dubaï, il y a de quoi faire de très très bons restaurants. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur un buffet à volonté qui s'appelle le Gastronomie dans l'hôtel Atlantis Royal. Et sincèrement, c'était une nourriture mais d'un goût exceptionnel. Un autre avantage de Dubaï, forcément, c'est un peu la qualité de la vie. Alors, on en revient à ce qu'on disait, la qualité de la vie.
pour les entrepreneurs francophones expatriés qui gagnent énormément d'argent. Parce que moi sur Dubaï, j'ai dépensé 12 000 € sur le mois entre le logement, la nourriture, les sorties, etc. Ça peut vous paraître énorme, mais en fait c'était, je dis pas qu'on se restreignait dans notre mode de vie avec ma copine, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on faisait quand même attention à certaines dépenses. Parce que je pense que pour deux, si on veut vraiment bien vivre avec un vraiment bon logement, une belle tour, c'est au moins 20 000 €. Parce qu'à Dubaï, chaque appartement est dans une tour, et dans la tour, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un à l'entrée, toujours une piscine, une salle de sport, très souvent des saunas. Donc ça c'est vraiment chouette, mais en fait très souvent les appartements sont bien, mais si vous mettez pas forcément le budget, vous aurez un bel appartement mais pas une bonne tour. Au début moi je me suis dit c'est pas grave, on s'en fout, en fait ça joue de fou. Par exemple dans ma tour, moi il y avait l'alarme incendie qui sonnait toutes les 6 heures pour aucune raison. Dit comme ça peut paraître le mec ouais tu te plains pour rien, mais je vous assure que tous les 6 heures l'alarme incendie qui sonne, c'est extrêmement chiant. On parle souvent aussi de la qualité de la vie à Dubaï. Je sais que la vie nocturne est géniale. Alors personnellement je sors pas, j'ai fait une fois une boîte de nuit, j'ai vu plus de prostituées que des personnes en train de danser, mais de ce que m'ont dit mes chers amis qui aiment bien sortir, en gros la vie nocturne à Dubaï elle est vraiment trop bien, on peut vraiment tout faire. Et voilà, faites attention si vous sortez à Dubaï, il y a des fois ce qu'on appelle le minimum spend, c'est-à-dire que vous allez dans une boîte et pour rentrer dans la boîte il faut dépenser un ticket par exemple de 500 AED, donc à peu près 130 €. Donc en fait c'est, nous en France on paye le ticket, là-bas en fait vous payez un minimum de consommation. Il y a aussi le cas dans des restaurants, vous êtes dans un restaurant, vous ne pouvez pas vous en sortir pour moins de par exemple 50 €, vous devez payer avant pour vous assurer, ou du moins si vous dépensez pour 40 €, vous paierez 10 € dans le vide parce que le minimum c'est 50 €. Et là comme ça je vois encore deux avantages à Dubaï, allez on va dire un troisième, on rencontre beaucoup de monde, ça c'est vrai, mais en même temps pour vous dire la vérité c'est pas si vrai que ça. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde pour deux raisons principales. Premièrement je connaissais déjà du monde sur place qui m'a fait rencontrer d'autres personnes. Deuxièmement il y a eu le lendemain qu'on arrive avec ma copine une soirée organisée par Raibed, je te salue Raibed, et du coup il a dit voilà je suis de passage à Dubaï, on se fait un resto, et donc il y a plein de francophones de Dubaï qui sont venus et en fait j'ai très vite sympathisé avec eux. Les gars je vous embrasse, les gars et les filles je vous embrasse, et du coup là eux ils m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Mais avec le recul je me dis que si ce cher monsieur qui est passé sur Qui va être mon associé n'avait pas fait cette soirée, j'aurais beaucoup plus galéré à rencontrer du monde. Parce que mine de rien les gens sont assez focus, c'est assez fermé, il y a pas mal de gens connus, des fois ils mettent des barrières ce qui est totalement normal pour ne pas rencontrer tout le monde, et donc parfois en fait on se retrouve à avoir du mal à rentrer dans certains cercles. Donc c'est vrai quand on en écoute beaucoup dire ouais c'est hyper facile, en fait c'est facile quand on connaît. Demain vous avez un entrepreneur très connu français qui va à Dubaï, oui il va rencontrer tous les Français expatriés en un claquement de doigts. Alors j'ai eu la chance de rencontrer quasiment toutes les personnes que je voulais rencontrer, des entrepreneurs connus entre guillemets, et donc j'estime que j'ai eu cette chance parce que je connaissais du monde avant et j'ai su saisir les opportunités sur place pour rencontrer du monde. Mais par contre demain vous arrivez comme ça, c'est pas si facile. D'ailleurs à des événements on a rencontré des personnes qui faisaient leur premier événement depuis 6 mois. Ça m'a angoissé. Et ce que je vais te dire là c'est pas forcément, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais un truc à Dubaï que j'ai pour le coup retrouvé dans aucune autre ville, c'est que c'est une ville qui a une réponse sociale pour tout le monde. Ça veut dire que vous soyez milliardaire ou très pauvre, vous avez une réponse sociale. Alors, je dis pas qu'il faut avoir forcément des milliardaires et des très pauvres dans la même ville. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une ville comme Paris, par exemple, si vous êtes multimilliardaire, c'est sûr, vous pouvez vous acheter des hôtels particuliers, enfin, il y a forcément des choses à faire. Par contre, si voilà, on le voit, les étudiants n'arrivent pas à se loger, même les personnes qui gagnent 1500, 2000 € par mois, c'est compliqué. Et à Dubaï, c'est pas ça. Alors bien sûr, ça va être des dortoirs, ça va pas être le grand luxe, mais la facilité avec laquelle on peut trouver un logement à Dubaï est assez impressionnante, je trouve. Là, j'arrive à Paris avec 500 € de budget. Pour trouver un dortoir légal, c'est un peu la galère quoi. Donc c'est ça qui est un avantage entre guillemets à Dubaï, c'est que peu importe votre salaire, vous aurez forcément pas du tout la même qualité de vie, mais vous aurez au moins un logement. Et ça, je l'ai pas remarqué dans toutes les villes. Et d'ailleurs, ça peut être à l'inverse. Il y a des villes où vous êtes millionnaire, vous savez pas où vous loger. Par exemple, je pense à Bordeaux, qui est ma ville de France. Ouais, il y a des trucs exceptionnels à Bordeaux, mais disons que si demain il y a 300, 400 millionnaires qui arrivent dans la ville, ils vont vite être à court de logement, ce qui n'est pas le cas à Dubaï. Et bien sûr, le dernier avantage de Dubaï, c'est quoi? Forcément, il fallait en parler, la sécurité. Alors, je vais peut-être un peu nuancer le point parce que j'étais convaincu, peut-être naïvement, que la sécurité émanait du fait que les gens étaient extrêmement polis, cultivés. En fait, c'est pas trop le cas. C'est plus parce qu'il y a plein de caméras. Je suis convaincu, bon, c'est un peu touchy comme sujet, mais que si demain on coupe les caméras, ça va pas être très safe dans la rue. Voilà, c'est mon avis. Les gens ne sont pas si civilisés que ça. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Néanmoins, petite anecdote, on dormait tranquillement avec ma copine quand d'un coup, en pleine nuit, le miroir est tombé. Il a explosé, ça a fait un bruit horrible. Et comme on s'était fait cambrioler à 5 mois, on s'est réveillé un peu en panique. Mais tout de suite, on s'est dit, ah mais attends, c'est bon, on est à Dubaï, on peut pas nous cambrioler. Parce qu'ici, on ne ferme pas la porte à clé. D'ailleurs, trouver un serrurier, c'est impossible. On ferme pas la porte à clé et on s'en va sereinement. Nous, au bout du 3e jour, la serrure s'est cassée. On nous a dit, mais fermez pas la porte à clé. Et on ferme pas la porte à clé. Alors bien sûr, en France, c'est pas tous les jours que quelqu'un essaie
d'ouvrir ma porte, mais au moins on part très sereinement. C'est vrai que les caméras, ça rend serein le truc. Après, il y a aussi cette crainte, on a toujours un peu peur de se dire est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Moi, WhatsApp, ça passait à Dubaï, donc j'ai appelé en WhatsApp et tout le monde me disait mais comment ça passe pas, j'avais même pas de VPN. Donc il y a toujours ce truc de ouais ça passe, ça se trouve on est en train de me pister, on est en train de venir me chercher parce que j'ai pas le droit, enfin bref. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au moins on se sent en sécurité. Alors encore une fois, pour bien nuancer ça, personne nous agresse, mais ma copine par exemple, elle se faisait clairement des visages et c'était vraiment un morceau de viande, notamment quand elle passait devant les groupes d'ouvriers, vraiment les gens la regardaient, c'était clairement un morceau de viande, on peut pas dire autre chose. L'avantage c'est qu'on comprend pas ce qu'ils disent, mais bon, c'est pour ça que ceux qui disent ouais c'est ultra safe, oui c'est vrai, si tu veux être sur ton petit nuage, c'est un peu safe. Parce que quand t'es une fille, on va pas te dire ouais grosse pute, mais on te dit peut-être dans une autre langue et tu comprends pas. Donc voilà, évidemment personne t'agresse, il n'y a pas de risque d'agression physique, mais je trouve que c'est pas non plus ultra sain. Enfin, il y a des villes en Europe, Dieu merci, qui sont bien plus civilisées de ça. Par exemple, je pense à une ville genre Budapest ou Rome, là t'es une fille, peut-être qu'il y a un mec qui va vous regarder, même s'il n'y aura pas de risque physique, vous n'allez pas vous faire siffler, parce que ça, on l'a vécu. Alors si vous avez remarqué, j'ai pas dit à Dubaï l'avantage que tout le monde dit qui est que à Dubaï ça va super vite, on rencontre beaucoup de monde parce qu'encore une fois, en fait il y a un petit cercle de personnes qui rencontrent tout le monde. C'est un peu la loi de Pareto, il y a 20% des entrepreneurs français qui rencontrent 80% des autres, mais il y a 80% des Français qui galèrent à rencontrer ne serait-ce que 20% des autres. Sincèrement, ça va vite quand on écoute les personnes qui sont bien installées à Dubaï, qui ont du réseau à Dubaï. Mais quand tu arrives à Dubaï, ça va pas vite du tout. Encore une fois, heureusement que j'ai rencontré du monde très très vite, avec qui on a très vite matché et que je connaissais déjà du monde sur place, notamment un ami qui s'appelle Roman, qui lui est dans l'événementiel, donc il connaît les lieux. Roman, je t'embrasse. Mais tout ça pour dire que quand on dit ça va vite, il y a de l'énergie dans la ville, ouais ça va vite, mais d'un côté, comme les gens sont très focus, c'est très dur de les voir. Donc, encore une fois, et ça va être la conclusion des avantages, pour avoir tous ces avantages, je retournerai à Dubaï quand je serai plus connu et plus reconnu pour ma thématique, pour aller directement vers les personnes ou les clubs d'entrepreneurs qui m'intéressent, pour pas à chaque fois devoir faire mes preuves et que par exemple ma notoriété, ma création de contenu soit déjà une sorte de carte de visite et de CV pour moi et que du coup je puisse directement aller dans ces parties-là de Dubaï. On va passer maintenant au côté négatif de la ville. Et le premier côté négatif, alors je ne vais pas revenir dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo qui doit s'afficher quelque part ou je ne sais même pas si c'est encore possible, qui est sur pourquoi Dubaï est un paradis qui détruit ta santé. Je ne peux pas t'en dire plus, tout ce que je peux te dire c'est qu'on parle de pollution, de qualité de l'alimentation, parce que l'alimentation qu'on te sert au restaurant et celle que tu achètes au supermarché, ça n'a rien à voir. On parle de la qualité de l'eau, on parle du climat, donc voilà, je te laisse aller voir la vidéo, mettez sur pause, allez la voir et revenez. On parle justement de la qualité de l'air et de tout ce qu'on doit mettre en place chez nous, notamment un filtre d'air pour avoir de l'air pur à la maison. Et malheureusement, quand on sort pas de chez nous parce qu'il fait 50 degrés, ça fait chier. Et ça, je l'ai vu à Dubaï. C'est vrai qu'il y a la clim partout, même s'il y a la clim dans le taxi, des fois il y a des odeurs bizarres, on a la tête qui tourne parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Et puis surtout, en vrai, c'est drôle de minutes, mais c'est pas naturel. D'ailleurs, on m'a dit à Dubaï, les gens qui restent l'été, c'est qu'en fait ils ont fait trop d'escroqueries, donc ils osent plus rentrer dans d'autres pays parce qu'ils vont se faire arrêter à la douane. Voilà, ça c'est la petite info que je balance comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que ceux qui disent ouais, mais il y en a même un qui m'a dit c'est pas tant un problème que ça parce que si t'as trop chaud, tu prends l'avion et à 3 heures t'as des pays où il fait plus froid. Ouais, super. Enfin, genre les gars, c'est non quoi. Enfin, c'est pour toi tant mieux, mais en vrai c'est pas humain de vivre comme ça. Il fait trop chaud, c'est un enfer, on sue, on ne marche plus et c'est pour ça que ça rejoint à ma conclusion que les gens à Dubaï sont pas du tout en bonne santé. Mais encore une fois, je me tais, la vidéo est juste ici. Alors un des inconvénients forcément, c'est le coût de la vie. Je vous ai dit que j'ai dépensé à peu près 12 000 euros pour un mois et en clair c'était 4 500 euros pour 45 jours. D'accord, donc c'était 4 500 euros de loyer, donc 100 euros la nuit. On a dû dépenser plus de 2 000 euros pour se nourrir convenablement. On a dû dépenser 3 000 et quelques en restaurant, donc que ce soit pour goûter un restaurant, mais voilà, l'événement, truc, le machin. Et puis après, les Uber, les taxis, les lieux à visiter, enfin voilà, ça peut aller très très vite. Et on n'a pas acheté de fringues, on a fait une activité qui était une journée quad dans le désert, mais c'était offert par notre famille. On n'a même pas fait tout ce qui était yacht, tout ce qui était jet ski. Donc là, c'était quasiment 12 000 balles. C'était pour avoir un logement décent à la marina, pour avoir une nourriture correcte et ne pas se priver d'aller dans les restaurants pour rencontrer du monde. Mais si on a vu une vie nocturne, qu'on avait fait quelques activités, quelques achats, le budget minimum aurait été de 20 000 euros. Si on voulait un meilleur logement, c'est de 25 000 euros. Donc ouais, plus je réfléchis, en fait, plus le minimum budget à avoir à Dubaï ne fait que monter. D'ailleurs, j'ai rencontré du monde à Dubaï qui dépense entre 7 et 10 000 euros dans son loyer. Alors ouais, c'est vrai qu'ils ont des beaux appartements, mais est-ce que vous vous rendez compte ce qu'on pourrait avoir en France avec 7 à 10 000 euros de loyer? C'est juste dingue. J'ai demandé à un pote dans l'immobilier, il m'a dit qu'on pourrait avoir une villa dans le sud à l'année, une villa genre XXL. Et j'ai discuté avec ces gens-là, ils m'ont dit c'est vrai que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dépenser ces mêmes montants en France. Donc c'est vrai qu'ils sont trop bien, mais vous imaginez ce qu'on peut avoir à Paris avec 10 000 euros, ou à Nice, ou à Cannes, à Bordeaux, ou à Lyon, enfin c'est ouf. Donc ça c'est un truc, voilà, un petit côté négatif, j'ai l'impression que des fois les gens sont trop matrixés pro-Dubaï, qu'ils n'arrivent pas à prendre du recul. Quand quelqu'un me dit ouais à Dubaï c'est trop bien, on rencontre trop de monde, ça va super vite, à Paris je rencontre personne, mais parce qu'à Paris tu fais quoi?
C'est comme les gens qui disent ouais, en France on sourit pas. Mais c'est sûr que si tu es dans ton métro comme ça, sur ton téléphone avec tes AirPods et en jogging, personne n'a envie de te sourire. Donc forcément, quand tu vas à Paris, que tu joues au jeu de Paris, que tu vas aux événements et tout, bah, tu rencontres un maximum de monde. Enfin, sincèrement, et je l'ai vécu, et je vais le revivre là en janvier, février, mars, quand je vais retourner sur Paris. On rencontre du monde, il faut juste accepter de mettre le même budget. Mais j'ai l'impression que les gens en France ne veulent pas mettre 2 000 € dans le loyer, mais à Dubaï, ils vont mettre 5, 6, 7, 10 000 € dans le loyer. Je vous jure, les gars, mettez le même budget à Dubaï qu'à Paris, vous allez avoir une qualité de vie exceptionnelle. Il y a aussi un gros avantage à Dubaï, c'est l'application Carim. Carim, c'est une application, on dirait que je suis sponsorisé, mais non, mais c'est une application où dessus on peut tout commander. Donc de la nourriture au restaurant, aux courses, mais aussi une femme de ménage, quelqu'un qui vient nous masser, quelqu'un qui va nous faire les ongles, un coiffeur à domicile, bref, c'est la facilité extrême. Et c'est ça, je pense, que tant l'entrepreneur aime à Dubaï, c'est que c'est la facilité. On peut tout avoir à la maison. Même si moi, je suis de ceux qui pensent que c'est tout sauf une optimisation, parce que à tout se faire livrer, on oublie l'essence même du corps humain qui est le mouvement, tout simplement, voilà. Donc il y a des problèmes de santé très vite qui se répercutent. D'ailleurs, à Dubaï, personne ne dort. Le problème numéro 1 des entrepreneurs à Dubaï, c'est le sommeil. Voilà, tout le monde nous l'a dit, c'est pas le sport, c'est le sommeil. Mais cette application, elle est quand même très pratique pour dépanner. Et le fait qu'elle soit disponible 24/24 comme plein de supermarchés, c'est clairement un avantage. Vous avez un problème, il y a quelque chose. Vous avez envie d'aller acheter du poulet à 2 h du matin, c'est possible. Bon, ouais, il ne faudrait peut-être pas être très équilibré pour acheter du poulet à 2 h du matin, mais dans l'idée, vous avez compris. Alors dans les côtés négatifs, j'aurais pu aussi parler de tout ce qui est environnement et écologie, mais je ne vais même pas en parler parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une thèse sans être un écologiste, activiste, quoi que ce soit, voilà, à faire la morale. Bon, c'est vrai que construire une ville dans le désert, voilà. Alors, il y a des plans d'irrigation de la ville avec des rivières. Je demande à voir, c'est le désert et je sais très bien que la nature reprend ses droits quand elle le veut. Par contre, du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose à Dubaï qui est mauvais pour la santé et la planète, on va dire, c'est la circulation. Pour rejoindre Marina Downtown, j'ai déjà pris le taxi pendant 1h20. Et c'est un enfer, on perd un temps fou dans les bouchons. C'est ça aussi, c'est que les gens ils nous disent ouais, au moins ici tu perds pas de temps dans les bouchons, mais c'est normal, ils ne prennent pas les transports, ils ne se déplacent plus. Il y en a beaucoup qui sortent pas, croyez pas. Il y a très peu de personnes qui sortent comme ça facilement. La plupart des gens se retrouvent entre amis et ne rencontrent pas beaucoup de nouvelles personnes. Donc, ou alors restent dans leur quartier. Donc par expérience, le vendredi et le samedi, entre 19 h et 21 h, évitez d'aller de la marina à downtown ou quoi. Restez dans votre quartier ou allez-y avant ou après. Sinon, c'est l'enfer. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est très négatif parce qu'on perd du temps. Ça fait un bruit de fou, toutes les voitures. Surtout qu'à Dubaï, on klaxonne pour dire qu'on arrive. Donc dans la rue, c'est bip, 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 bip. Je sais que je suis de Palerme et que voilà, mais on se croirait en Inde plus. Et en parlant d'Indiens, ça me fait revenir sur un autre point négatif. Alors, pauvres Indiens, c'est pas sur eux que je veux dire, mais j'ai dit que la diversité culturelle était un avantage. Mais quelque chose dont personne ne parle, c'est que je trouve que c'est un gros inconvénient. Par exemple, les Émiratis ont des quartiers où seuls eux peuvent être propriétaires, et je trouve ça bien, comme ça, les locaux du pays, au moins, ils peuvent rester chez eux. Mais un autre côté négatif, c'est que du coup, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais comment s'adresser à lui, parce qu'on ne connaît pas les coutumes du pays. Typiquement, je suis français, je rencontre un Allemand, et à côté, il y a l'appel à la prière à la mosquée. Donc il y a un peu un chamboulement culturel qui fait qu'on ne sait pas trop comment on doit se tenir, comment on doit s'habiller, comment on doit présenter à quelqu'un, comment lui dire. Exemple, un jour, on était dans un restaurant et tous les serveurs étaient indiens. Et ils nous disaient tous vraiment merci, la main sur le cœur, c'était trop bien. Et à un moment, on a tous répondu. Et il y a un pote à nous qui nous dit ah non, attendez, répondez pas parce que sinon ils vont prendre la confiance et ils vont presque croire qu'ils peuvent maintenant te parler comme une merde. Et je me suis dit d'accord. Et en fait, il me dit mais en Inde, c'est comme ça, le système de caste des Indiens. Les Indiens l'ont tellement imprimé dans le cerveau qu'ils le gardent ici. Et donc c'est compliqué parce que du coup, dès que je voyais quelqu'un qui ressemblait à l'Indien, je savais plus comment me comporter, alors que des fois ça pouvait être un Pakistanais ou même un Kazakh. Donc il y a toujours ce truc de comment je me comporte. Quand je rencontrais un Russe, à chaque fois les Russes ils nous dévisagent, c'est impressionnant à la marina, il n'y a que des Russes, c'est russo-indien. Vous allez voir les Russes ils nous dévisageaient donc on comprenait pas, puis en fait on parlait avec eux à la salle, puis en fait ils s'étaient ouverts. Donc on savait jamais trop comment se positionner, est-ce qu'on fait la main, est-ce qu'on fait la bite. Bon, voilà, c'est jamais très évident de savoir comment il faut s'habiller selon la soirée et tout. Donc oui, c'est vrai que c'est sympa d'avoir plein de cultures et d'ethnies, mais il y a aussi un côté négatif qui est toujours fatigant, en mode faut toujours s'adapter, on sait jamais. Par exemple, je l'ai vu, on a fait une soirée pour l'inauguration de Damac, qui est un constructeur immobilier. Il y avait plein d'Indiens, il y avait deux types d'Indiens. Il y avait les Indiens en costard-cravate qui étaient là, carré nickel sur eux. Il y avait les Indiens qui bossaient pour eux. Et en fait, à un moment, il y a eu un buffet à volonté. Et là, la population s'est séparée en deux. Il y avait les Indiens en costard-cravate qui attendaient tranquillement leur tour. Il y avait les autres, franchement, il fallait le voir pour comprendre, qui se jetaient sur le buffet à volonté, mais qui nous poussaient pour aller au buffet. Et là, moi, je me rappelle, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? À un moment, on discutait avec tout le monde était égal à tout le monde. Et là, d'un coup, ça s'est catégorisé en deux. Et en fait, il y a un pote à moi qui m'a expliqué, il m'a dit, non, mais en fait, eux, c'est les boss, ils attendent leur repas. Et les autres, comme ils sont habitués à ce qu'on leur sert pas, ils doivent se battre pour avoir leur repas dans leur pays.
Donc ils ont gardé l'habitude ici. Ça c'est un truc bizarre et je me rappelle on a croisé des Français et les Français nous disaient ah bah finalement on n'est pas si incivilisé que ça en France. C'est la petite anecdote rigolote, sans offense pour les Indiens d'ailleurs qui est un peuple qui me fascine. Donc voilà, c'est pas toujours facile de s'adapter aux cultures. Un dernier point négatif, alors on pourrait croire qu'il y en a un peu moins mais encore une fois sur ma vidéo sur Dubaï et la santé là j'en donne beaucoup et je vais pas tout remettre dedans, mais un côté négatif c'est que j'ai rencontré, malheureusement c'est vrai, pas mal de superficialité et là j'ai pas parlé des bimbos russes que je voyais partout, je parlais des Français. En fait j'ai trouvé un point commun dans 80% des Français que j'ai rencontrés là-bas, c'est qu'ils sont là-bas pour deux raisons principales. Il n'y a rien qui les retient en France en termes de famille, d'amis, parce que globalement tout le monde aime la France en tant que pays et de culture, pas en tant que gouvernement État, mais en tant que pays et culture. Tout le monde aime la France. Et j'ai trouvé chez certains aussi une certaine haine de la France, comme si la France était le pire pays du monde. Et ça me fait rire parce que là ils sont à Dubaï et ils prévoient d'y rester que 2-3 ans. Et je leur dis mais ok, dans ce cas mais joue le jeu à fond. Arrête d'avoir la carte d'identité française, ne reviens pas l'été en France, limite change de prénom tu vois. Au lieu de t'appeler Paul, appelle-toi Pablo. Pour dire, vous avez compris ce que je veux dire. Donc moi ça me dérangeait toujours quand j'entendais des discours haineux de la France où je sentais des fois le regard vide. J'ai eu l'anecdote, ça m'avait glacé le sang, de quelqu'un qui me disait qu'il avait sa femme qui était en France parce qu'il s'était divorcé, enfin du coup son ex-femme qui était en France avec sa fille et que sa fille avait fait des tentatives de suicide et je lui ai dit bah t'es pas allé en France la voir? Bah non, moi j'ai la garde alternée en vacances et s'en est pas occupé. Et là je me dis mais mec, monsieur quoi, monsieur, votre fille a fait une tentative de suicide et là tu me sors dans tous les cas l'avion c'est cher et puis moi j'ai pas envie de remettre les pieds en France. Enfin je crois que je vais vous laisser avec cette anecdote, j'ai pas besoin de plus argumenter. Il y en a à l'inverse qui sont très lucides, qui savent que voilà, ils sont là pour un moment, que c'est pas pour le long terme. En fait, il y en a pas mal qui viennent ici, ils se fiscalisent ici sur 3, 4, 5 ans, ils coffrent beaucoup d'argent pour après investir et je comprends, aucune critique sur ça. Mais voilà, j'ai rencontré chez pas mal de personnes une sorte de peu de haine de la France et des Français. Je me rappelle de cette fille en soirée qui était venue nous voir en mode ouais, vous verrez les Français en France, c'est tous des connards, alors que les Français à Dubaï ils sont tous super. En France, les Français, on peut pas parler, ils sourient pas. Bon après c'est vrai que moi quand je vais en France, je parle à personne. Et ben voilà, j'aurais pu dire ben voilà grosse pétasse, c'est toi. tu dis qu'en France tu souris à personne, tu parles à personne et tu t'étonnes que les gens te sourient pas alors qu'à Dubaï tu viens, tu sors, t'es radieuse et tout, bah forcément. Faites une sorte d'introspection, comment vous vous comportez en France? Si vous trouvez qu'en France tout le monde est des connards, demandez-vous vous-même comment vous vous comportez en France. Du coup la conclusion, est-ce que j'y retournerai? Parce qu'il y a des gros points positifs, par exemple avec la sécurité, j'étais tellement tranquille que mon taux de cortisol était hyper bas, j'étais hyper relaxé, mais il y a des gros points négatifs comme la vidéo complète sur la santé ou même sur ce côté qui me plaît pas trop, superficialité slash coût de la vie qui est quand même hors de prix parce que ok même si vous faites 100 000 € de bénéfices par mois et que vous avez besoin de 30 000 € pour vivre, oui mais d'accord, ça les vaut. Mais je me dis qu'il y a plein d'autres pays où on pourrait vivre avec une qualité au moins aussi bien et on aurait encore plus d'argent. La conclusion au départ c'est que je voulais y retourner direct. Je voulais y retourner 3-4 mois et puis au fur et à mesure, comme je l'expliquais, chaque semaine qui passait j'aimais un peu moins. Donc moi ma conclusion c'est que je pense que j'y retournerai un jour, mais j'y retournerai quand je serai beaucoup plus connu et reconnu dans mon secteur et en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de contenu, en tant que coach, ce que vous voulez. Et surtout, je dirais avec des buts plus précis. J'irai pas juste pour me focus. Il y en a plein, ils y vont pour se focus. En fait, si je veux me focus, justement, moi j'ai eu beaucoup de mal à travailler parce que trop d'événements, trop d'opportunités. Tu veux te lever tôt avec le soleil, genre à 6 h, mais comme il y a plein d'événements, tu te couches à minuit, donc tu te lèves à 8 h, 9 h, donc tu vois de moins en moins le soleil et donc c'est un cercle vicieux. Franchement, demain je veux me focus. J'irai dans un pays, peut-être, alors l'Asie, il y a trop de décalage horaire comme je suis là actuellement, j'en vois déjà les côtés négatifs, mais tout simplement dans une belle maison de campagne en France ou en Europe, Budapest, sud de l'Italie, sud de l'Espagne, et ça se passera très bien. Un avantage de Dubaï, c'est vrai qu'il y a le décalage horaire qui est de 2-3 heures, c'est assez pour être tranquille le matin et c'est pas non plus trop pour se mettre à avoir des appels à 23 h comme c'est le cas ici en Thaïlande. Voilà, quand tu as un client ou un prestataire ou toi tu dois avoir un appel à quelqu'un pour une consultation, tu l'appelles à 17 h, 18 h, bah en France tout de suite il est 23 h minuit. Donc ça c'est vrai que c'est un côté un peu négatif forcément, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je retournerai à Dubaï. Avec un plus gros budget sur moins de temps, avec des objectifs très précis, par exemple des vidéos à tourner, des podcasts à faire ou des choses à faire. J'y retournerai pas comme ça pour voir. Ou pour par exemple j'ai un gros projet qui arrive d'une, voilà, je peux pas trop en dire sur la nutrition, il faut me suivre sur LinkedIn et Instagram, Flavio Diono, pour savoir tout ça. Pour développer ce projet à l'international, là je sais que je serai amené à retourner à Dubaï. Donc voilà, globalement j'ai quand même réussi à me faire des amis. Mon business de coaching n'est pas adapté à Dubaï parce que là-bas les gens veulent du coaching en présentiel. Donc mon pari qui était d'aller à Dubaï pour développer la partie coaching en ligne est raté, pour les locaux du moins, même si j'ai eu plein de nouveaux clients, mais en France du coup. Et malgré tous les avantages fiscaux qu'il y a, je ne me vois pas même ne serait-ce qu'être 3 à 6 mois à Dubaï par an.
Et mon côté plus philosophique me dit que en France, si tu optimises bien, tu peux très bien t'en sortir, je le vois. Et j'ai pas envie d'avoir cette mentalité de je vais fiscaliser. Si je dois fiscaliser dans un autre pays, ce sera pour toute ma vie et pas juste pour 3 ans. Je trouve que ça vaut pas l'intérêt, même si je peux mettre 3, 4, 500 000 en plus de côté. Je préfère être focus dans un pays charbonné pour faire levier et ces 500 000 les transformer en 5, 10, 20 millions. Voilà. Donc, il y a autant de points négatifs que positifs. Pour moi, quand même, les points négatifs priment plus sur les positifs. C'est pour ça que j'y retournerai pas. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Donc en commentaire, je suis quand même curieux de savoir ce que vous en avez pensé parce que sur YouTube, on voit que du pour, que du contre. Donc voilà, je suis quand même curieux de voir un petit peu ce que vous en avez pensé et puis hâte de vous faire une prochaine vidéo sur mes voyages.